Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, le directeur général de Terra Nova, Thierry Pech, le journaliste du Monde, Gérard Courtois, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco et le politologue Dominique Régnier. Quelques mètres de trottoir ornés d'une stèle et d'un olivier. Inauguration cette semaine de la nouvelle place Claude Érignac à Ajaccio et la présence de la veuve du préfet assassiné, frêle silhouette vêtue de noir, 20 ans après le drame. Ses propos poignants, évoquant la nuit terrible, 3 balles dans la tête et une page qu'elle se refuse à tourner. Un meurtre qualifié de terroriste par Emmanuel Macron qui, à cette occasion, effectuait sa première visite présidentielle sur l'île. Le chef de l'État parlait dur et parlait cru, devant un auditoire où l'on distinguait clairement le visage fermé de Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, ancien avocat d'Ivan Colonna. Simeoni contraint de ne pas broncher, tandis que le chef de l'État, flanqué d'un Jean-Pierre Chevènement, venait résoudre une équation délicate, concilier un discours de fermeté jacobine avec sa promesse girondine de campagne, respecter les particularismes des territoires sans désavouer l'autorité républicaine. Et cette question, l'âme corse avait-elle vraiment été sensible au charme macronien du en même temps ? Pierrick Juin a récidivé. Le dessinateur de Charlie Hebdo a signé cette semaine une nouvelle une avec Tariq Ramadan. Accusé de viol et mis en examen, le voici de nouveau dessiné avec un phallus disproportionné, entouré d'une ceinture d'explosifs et cette légende, Ramadan, pourvu qu'il ne se radicalise pas en prison. Ironie de l'hebdomadaire satirique sur le fait que Ramadan trébuche en gourou prédateur sexuel et non pour condamnation d'une idéologie. Ironie sur la complaisance de certains pour celui qui se revendiquait islamologue, défendait des pratiques traditionnelles, port du voile, tabou alimentaire, séparation des sexes dans les espaces publics, nourrissait des débats sur les concepts glissants de multiculturalisme, d'antiracisme et d'islamophobie. Une fois n'est pas coutume, presque tous riaient de cette une de Charlie Hebdo. Tous, sauf sans doute le philosophe Abdenour Bidar, qui il y a quelques semaines déjà se demandait dans les colonnes du Monde si l'affaire Ramadan nous ferait enfin comprendre que nous restions tragiquement aveugles aux racines du mal de l'islamisme. Une affaire Ramadan qui nous avait amené à nous souvenir d'une archive radio. Juillet 2003, Elisabeth Roudinesco, ici présente, affrontait l'islamologue sur la question du voile à l'école. Le dialogue que j'ai avec vous me fait peur parce qu'on ne discute pas, madame, vous n'écoutez rien. Mais vous non plus, monsieur. Alors, Vous avez dit cet islam obscurantiste par opposition à un islam modéré. Moi, je vous dis Un simplement... islam des Lumières. Oui, un islam des Lumières. Je vous dis simplement une chose, madame. Aujourd'hui, un certain nombre de femmes qui en viennent pour elles-mêmes depuis l'âge de 14, 15, 16 ans, de leur puberté, et qui portent le foulard aujourd'hui, sont 10 fois plus démocrates qu'un certain nombre de gens que vous dites islam modéré et qui sont soutenus par des gouvernements qui sont des gouvernements dictatoriaux. On considère qu'une jeune fille de 12 ans, bien sûr qu'elle a des droits, mais nous considérons que, et c'est une conception en effet aujourd'hui de l'enfant, c'est que les conditions pour apprendre un savoir, qui va être de l'ordre de la rationalité scientifique, ne sont pas réunies quand quelqu'un a sur son corps des signes d'aliénation religieuse visibles, et je dis bien à cet âge-là. Juillet 2003, Elisabeth Roudinesco, déjà sur France Culture et affrontant Tariq Ramadan. Rapidement, quel souvenir vous avez de cette joute oratoire, de ce moment de radio ? C'est la seule fois de ma vie où je me suis trouvée dans cette situation. Pour moi, c'était déjà un imposteur, ni islamologue, ni théologien, ni rien du tout. Et d'autant qu'en plus, il se revendiquait historien de la psychanalyse. Ça, c'était le comble du comble, alors qu'il n'a jamais rien passé sur cette question et qu'il n'enseignait pas du tout. Donc, c'est un imposteur, d'abord. À cette époque, je me suis sentie très seule. C'était pas facile, parce que j'étais sur ce plateau, la seule à le regarder vraiment comme un imposteur. Il était en pleine gloire, tout le monde l'invitait. On est en plein débat sur le voile à l'école, pour contextualiser. Bien sûr. Mais j'ai senti bien plus que ça.
qu'il y ait des gens hostiles au port du voile, ça c'était un vrai débat. Là, les médias sont très responsables. On avait un imposteur qu'on faisait passer pour un grand philosophe, un grand théologien, etc., alors qu'il n'était rien du tout. Et donc, je pense qu'il faut être très très prudent avec ça, et que quand même, il y a un déni là-dessus. Il y a suffisamment de gens à qui on peut inviter, mais je crois que là, les médias sont toujours fascinés par un grand menteur, séducteur. Bon, j'ai pas pensé qu'il était à ce moment-là un prédateur sexuel, mais j'ai eu un doute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'émission, je me souviens, je ne sais pas si c'est vrai, lui avoir demandé ce qu'il ferait aujourd'hui des écrits du marquis de Sade, avec ses positions. Et là, je l'ai déstabilisé. J'ai senti tout à fait, parce qu'il m'a renvoyé la pudeur. La pudeur, c'était son obsession. Alors que je parlais de la liberté d'expression, et là j'avais pris évidemment l'écrivain le plus pervers, le plus sulfureux, et il était déstabilisé. Donc là je me suis dit, il a quelque chose avec le sexe, c'est évident. Est-ce que vous diriez, comme Abdenour Bidar, le philosophe que je citais il y a quelques instants, il y a quelques semaines dans Le Monde, qui écrivait que l'affaire Ramadan était pour lui atterrante parce qu'il a fallu attendre finalement le scandale d'accusation de violence sexuelle pour qu'enfin, ce qu'il appelle nos élites s'interrogent sérieusement sur le personnage? Oui, on l'a beaucoup trop reçu sur les plateaux de télévision. Maintenant, souvent ces imposteurs-là, intellectuels, sont aussi des prédateurs de tous ordres. Le cas Ramadan, il faut toujours se méfier des prédicateurs qui prônent la pureté, la pudeur, etc. Ils font le contraire de ce qu'ils racontent. Donc il faut être très méfiant. Et là, il y a un double problème, parce qu'il exerçait un pouvoir religieux sur les victimes. Gérard Courtois, Abdenour Bidar, que je cite encore dans ce texte de novembre dernier, dit aussi, depuis 15 ans, il dit « J'ai eu l'occasion de vérifier l'incapacité, dit-il, quasi systématique de nos médias, de nos grands intellectuels et de notre classe politique à comprendre en profondeur les questions posées par l'islam et ce qu'il appelle les racines du mal de l'islamisme. Incapacité des politiques, dit-il. Est-ce que vous, Gérard Courtois, vous parvenez à comprendre la ligne de conduite de notre nouveau président sur ces questions ? Ah, on passe tout à fait à autre chose. Je voulais juste ajouter 2-3 mots sur ce que vient de dire Elisabeth Roudinesco. C'est vrai que peu de voix se sont, il y a 15 ans, élevées, comme vous avez pu le faire, ou opposées, comme vous avez pu le faire, à Tariq Ramadan. Mais il y en a eu quand même, il ne faut pas les oublier. Frère Tariq de Caroline Fourest, qui lui a valu les pires attaques, ensuite date de mémoire de 2004, et à la même époque, un Nicolas Sarkozy confronté... 2003, confronté à Tariq Ramadan dans une grande émission. L'émission était 2003. Oui, 2003. Juillet 2003. C'est affronté et confronté à Tariq Ramadan d'une manière sans aucune ambiguïté et j'allais dire d'une manière fort efficace. Donc c'est vrai qu'il y a eu globalement une fascination en partie des médias, mais également d'un certain nombre d'intellectuels, on va pas tous les citer, mais enfin il y en a quand même beaucoup, ou de personnages publics, ça va d'Edgar Morin à Edoui Plenel, qui ont également été fascinés, embarqués, séduits et convaincus par ce que vous appelez l'imposture de Ramadan, qui est une imposture de talent pour avoir aussi longtemps exercé son influence et jusqu'à maintenant. Bon, l'histoire part sur une autre affaire de prédateur sexuel, mais le prédicateur reste extrêmement influent dans le monde, en Europe, en France, aujourd'hui. Donc, Bon, alors après, la question d'Emmanuel Macron, elle est très... C'est-à-dire, ça va au-delà d'Emmanuel Macron dans ma question. C'est Oui, le discours, la parole publique sur ce genre d'affaires et sur ce sujet-là de l'islamisme radical. Alors, bon, d'une part, je pense que c'est une préoccupation majeure et des autorités publiques et du président de la République, ce qui est inévitable. Comment pourrait-il en être autrement après les attentats de 2015-2016 et je crois le traumatisme très profond que ça a provoqué dans la société française. Je pense qu'il faut distinguer deux niveaux d'analyse pour ce qui concerne en tout cas le président de la République. Il y a d'une part ce qu'il a dit
et au fond sa philosophie des relations entre l'État et les religions. Et sur ce point, il a été non seulement disert, mais très clair. Je vais y revenir dans un instant. Et puis, il y a d'autre part, depuis qu'il est à l'Élysée, la confrontation à une réalité qui, je pense, est beaucoup plus complexe et insaisissable qu'il ne l'imaginait au préalable, auparavant. Euh, je voudrais revenir d'un mot sur... on dit, et j'ai lu, Emmanuel Macron est assez embarrassé ou impréparé, mal préparé à aborder la question de l'islam. C'est tout à fait farfelu comme assertion. Il suffit de reprendre son livre Révolution de novembre 2016, qui a été, je pense, beaucoup négligé à l'époque. On attendait un programme et il a livré une réflexion et tout le monde a dit « Oh, c'est du blabla ». Bon, mais dans ce blabla, il y a sur beaucoup de sujets, tous les sujets, et notamment celui-là, quelques pages extrêmement claires qu'il va ensuite, une fois élu, redire et répéter et prolonger à plusieurs reprises, lors du dîner de rupture du jeûne du Ramadan en juin, lors de la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme en septembre, devant les autorités religieuses à 2 reprises en décembre et lors de ses vœux au mois de janvier. Le 4 janvier. Et au fond, si je résume très brièvement ce qu'il dit dans Révolution et ce qu'il décline depuis, c'est quoi? C'est Daesh est un ennemi et notre ennemi. Et il faut le combattre absolument. Et je cite, « Nous ne devons pas tomber dans le piège de Daesh en nous précipitant dans le gouffre d'une guerre civile. » Les mots ne sont pas tièdes. Et ils ne sont pas tièdes davantage sur les phénomènes de radicalisation. Nous avons laissé, dit-il, prospérer le doute, voire la haine de la République. Il faut redonner de l'espoir. Et on se souvient de la polémique qu'il y avait eu après les attentats, je crois, de Charlie et de l'Hypercacher, avec Manuel Valls, sur les causes de la radicalisation, cause sociale, et Valls répondant il n'y a pas de justification à la radicalisation. Troisième point de son propos dans Révolution, qu'il reprend depuis systématiquement, c'est la question de la laïcité, du rapport entre République et religion. Et bon, pour résumer là encore à l'extrême, la laïcité, dit-il, est une liberté, ça n'est avant d'être une contrainte. Et il a depuis développé ce propos, et notamment de manière assez explicite lors de ses vœux aux autorités religieuses le 4 janvier, en faisant tout un dégagement sur, au fond, cette tentation de la laïcité d'occuper l'espace qu'il appelle l'espace neutre, à l'entrecroisement, au milieu des religions, qui tenterait au fond de construire une sorte de foi républicaine autour d'un certain nombre de valeurs. Et il fait même référence au culte de l'être suprême, qui, dit-il, a fait long feu et que certains rêveraient de relancer. Quatrième point, et je m'arrête là, c'est toujours dans la Révolution, et repris depuis, y compris le 4 janvier, il faut, par rapport à tout ça, organiser l'islam de France, aider l'islam de France à sortir de ses tutelles, à la fois politiques et financières, et trouver un moyen de l'intégrer davantage dans la collectivité nationale. Alors, en effet, on va essayer de reprendre tout cela point par point, et parce que l'actualité de l'affaire Ramadan y fait écho, appelle une réponse. En effet, Dominique Rélier, le 4 janvier dernier, il y a ses vœux aux autorités religieuses. Emmanuel Macron, qui à cette occasion réaffirme vouloir tenir, je le cite, un discours dépassionné sur la laïcité au cours de son mandat, estimant que ne parler de laïcité qu'au sujet de l'islam est une erreur, je le cite encore, funeste. Est-ce qu'on peut dire que sur ces sujets-là, sur les sujets de l'islam radical, de la radicalisation, le macronisme n'est pas comparable à ce qu'on aurait pu appeler il y a quelque temps le valsisme, en référence à Manuel Valls, pour ceux qui... Moi aussi, je dois dire un mot quand même sur le sujet Tariq Ramadan, pour souligner une préférence française qui n'est pas nouvelle pour les formes d'expression radicale et les pensées d'absolu. Et en dehors du champ religieux, on a en France une appétence particulière pour des pensées de ce type, qui ici s'exprime sous la forme d'un prédicateur religieux, mais qui pouvait s'exprimer antérieurement sous la forme de projets politiques absolument radicaux et qui ont fasciné tout autant
beaucoup des élites françaises et de façon parfois très énigmatique. À quoi pensez-vous, soyons précis? Je pense par exemple à Sartre sur le plan politique, et le parallèle entre Sartre et Aron me vient à l'esprit. On a une espèce de difficulté en France qui est permanente en face de la parole modérée, balancée, articulée. C'est culturel, je pense, c'est un aspect très profond. Les causes fondamentales m'échappent en tout cas pour ma part. Mais je retrouve ça chez Ramadan et la fascination qu'il a pu exercer. Sur le point que vous évoquez, en fait, notre situation, elle est très paradoxale parce qu'on a en France et le sentiment d'avoir un modèle de gestion du fait religieux qui est performant. C'est le modèle de la laïcité, de la séparation de des églises et de l'État, la fameuse loi de 1905. Et c'est un modèle qui, sans aucun doute, a été une réponse efficace avec des performances qui ont été constatées dans un monde qui, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, et là aussi à ce qui a été beaucoup écrit, dans un monde qui n'est pas du tout en train de sortir du religieux, mais qui est plutôt en train de vivre une affirmation du fait religieux. Il se trouve qu'il y a là-dessus, je ne vais pas, bien sûr, alourdir le propos en faisant des références trop longues, mais il se trouve qu'il y a là-dessus des travaux qui sont tout à fait documentés maintenant et qui quantifient l'importance du fait religieux dans le monde. Nous sommes dans une phase d'affirmation du fait religieux et pas du tout de désenchantement ou de déclin du fait religieux. Et donc, au fond, la laïcité française, elle a été imaginée dans un contexte culturel, 1905, on voit à peu près quoi, qui, globalement, dans la mentalité occidentale et européenne, était associée à l'idée qu'on allait sortir de toute façon de ce rapport au monde et que le déclin du religieux était inscrit dans le développement de la raison et des sociétés techniques et complexes. C'est pas ça qui se passe du tout, pour des tas de raisons, et on ne va pas les détailler, j'imagine, ici. Et donc nous sommes pris, nous, dans une espèce de double surprise. D'une part, il n'y a pas de déclin du religieux, mais plutôt un retour du religieux, et pas simplement l'islam. Il y a des formes de catholicisme réaffirmées aujourd'hui. On l'a vu au moment de la manif pour tous, on le voit à d'autres sujets, mais voilà, qui réagissent comme une communauté qui se sent probablement attaquée ou qui a envie d'affirmer ses valeurs. Enfin, tout ça doit se mêler sans doute, mais on voit beaucoup d'éléments qui sont aussi de ce type-là du côté des chrétiens et des catholiques en particulier. La loi, en même temps, de 1905, donne des signes de fragilité ou d'ambiguïté, ou elle paraît moins claire sur certains sujets. Ce que dit beaucoup Emmanuel Macron, de ce que j'ai lu de ses interventions, et ça, même ça, on a un peu de mal à l'entendre, c'est que la société, elle n'est pas sortie du religieux. La société est pleine de religions. Pour qu'on comprenne bien, vous le trouvez un peu tiède sur ces sujets-là. Est-ce que vous êtes en attente d'un grand discours élyséen sur la laïcité et sur l'islam dans la République? Alors, moi, ma réponse, c'est oui. Parce que c'est la fonction qu'il exige et la situation qu'il appelle. C'est-à-dire que, précisément, nous n'y voyons plus très clairement sur tout ça. Ce ne sont pas des petits sujets, ce sont de très grandes questions. On sait que en cette matière, c'est très particulier, ça, quand on parle de religion, parce que c'est le sujet sur lequel, par définition, à un moment donné, le politique ne peut plus arbitrer, parce que c'est des matières absolues. Et donc, on peut pas faire de compromis là-dessus, à un moment donné, si on n'a pas essayé d'encadrer un peu tout ça. Et donc, il doit porter un grand discours. S'il ne le fait pas en tant que chef de l'État, alors un discours surgira inévitablement, qui sera le résultat de l'expression des différentes forces de la société, et il n'est pas sûr que ce soit un bon équilibre à ce moment-là. Thierry Pech, puis Elisabeth Roudinesco, est-ce que vous aussi vous êtes en attente de ce genre de grand discours sur ces deux sujets-là? D'abord, je voudrais revenir sur un point de désaccord avec Dominique sur la comparaison entre Ramadan et Sartre, à la lumière d'un goût français pour la radicalité. Je connais mal Ramadan, je me suis toujours tenu loin de ce personnage, du débat avec lui ou sur lui, mais il m'a semblé, lorsque je le voyais ou je le lisais dans les journaux, qu'au contraire, il cultivait une espèce de stratégie d'adoucissement de sa radicalité profonde. Il ne la montrait pas. Et c'est souvent sous l'angle de la duplicité qu'il a été attaqué, semble-t-il, avec justesse. Donc je crois que justement, Sartre n'avait pas ça du tout. Sartre il a justifié l'excision et la lapidation quand même. Ramadan. Bien sûr, mais il arrivait dans ses... Vous voulez dire le louvoiement d'un côté. Il louvoyait dans les prestations publiques, dans la discussion qu'il avait avec Elisabeth, ça s'entendait tout à l'heure. Il arrivait
arrondir en apparence toutes ces positions. Et donc je pense que c'est pas du tout cette culture rhétorique française de la radicalité qu'il incarnait. C'était tout à fait autre chose. C'était quelque chose de plus jésuite, si on veut. C'est pas faire insulte aux jésuites, mais c'est quelque chose de plus... Enfin, Elisabeth le connaît mieux que moi, et sans doute elle s'exprimera sur le sujet. Je voudrais revenir sur la question de la laïcité. Je pense qu'il est important, et c'est, si on veut comprendre, je crois, la façon dont Emmanuel Macron a abordé ces questions, il est important de dissocier la question de la laïcité de la question de la radicalité, de l'islamisme radical. Il y a un débat sur la laïcité avec les valsistes, entre une conception, je dirais, intégrale, rigoureuse, conquérante de la laïcité, et une conception libérale, la conception d'Aristide Briand, celle de 1905. C'est-à-dire que cette idée que la laïcité est d'abord une liberté avant d'être une contrainte. Emmanuel Macron a choisi le deuxième camp, qui est le camp historique de la laïcité française. Alors, il y a eu le débat sur le voile à l'école, et au nom de l'argument que vous rappeliez dans l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, qui a été diffusé tout à l'heure, on a dit, les enfants, ce ne sont pas des adultes. Et en vertu de cette minorité, on doit faire une exception, finalement, à la règle de laïcité telle qu'elle avait été conçue à l'origine. Mais pour le reste... La société n'est pas laïque. L'État est laïque, mais pas la société. C'était ça la philosophie d'Aristide Briand. Le fait religieux n'est pas un fait privé, intérieur, qui doit se cacher. C'est un fait public. Et l'espace public n'est pas l'espace de l'État, c'est l'espace de la société, régi par l'ordre public, ce qui est très différent. Donc Emmanuel Macron a fait jusqu'ici un choix très clair, qui est le choix du canal historique français sur la laïcité. Et par ailleurs, et à chaque fois qu'il s'est exprimé, il a dit « et par ailleurs » et pas « et en même temps ». Et par ailleurs, il y a la question de l'islamisme radical. Et on peut être libéral sur la laïcité et sans complaisance, très clair, très combatif sur la question de l'islamisme radical. Et il me semble que cette position est la position la plus équilibrée. C'est du reste ce qu'ont fait les chefs d'État qui se sont succédés, à l'exception de Nicolas Sarkozy, qui était pour une laïcité positive, qui a totalement disparu de la circulation idéologique, et tant mieux. Sur le point que vous soulignez, Dominique, vous dites « le religieux revient », et vous avez raison. Je pense qu'il faut en avoir conscience. Il me semble que justement parce que le religieux revient, la position libérale sur la laïcité est la bonne. Et en 1905, l'idée que la sécularisation était dans les gènes, finalement, de l'évolution sociale n'était pas évident à tout le monde. La société de 1905 est encore une société largement catholique en France. C'est pour ça qu'on a parlé de catho-laïcité pour définir ce compromis de 1905. Donc je pense que c'est le bon compromis pour justement affronter paisiblement la montée du religieux sous des formes qui ne sont pas nécessairement celle de la radicalité. La radicalité suppose un traitement différent. Vous voulez répondre rapidement, Dominique Régnier, puis je redonnerai la parole à Elisabeth Roulier. Je suis entièrement d'accord avec cette approche-là, surtout l'approche libérale de la laïcité. Il n'y a pas de... Mais est-ce que qu'on soit clair et concret, est-ce que, par exemple, vous êtes choqué quand vous entendez Emmanuel Macron, alors en l'occurrence, il l'a écrit, c'était dans le Challenge, je crois, en octobre 2016, le laïcisme, il parle de laïcisme, est une conception dévoyée et étriquée de la laïcité. Il s'oppose clairement à Manuel Valls sans le citer. Est-ce que cette opposition vous dérange ou vous inspire quel genre de commentaires ? La position d'Emmanuel Macron me paraît traduire une réalité sociale. Je l'ai dit, on voit... On a travaillé là-dessus, on voit la religion, elle est partout. Nos compatriotes vivent beaucoup plus qu'on ne le pense dans un rapport à la religion. D'ailleurs, ça passe parfois par des formes qui sont pas si connues que ça. Il y a du religieux dans les affaires, etc. Donc et pas simplement. Et ça, il le sous-estime, le président actuel ? Non, justement, non. Je pense qu'il en tient compte. Je voudrais juste sur un problème de terminologie. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas dire islamisme radical, mais islamisme tout court pour l'opposer à islam. Je pense qu'il faudrait juste s'entendre là-dessus. C'est un détail lexicologique, mais qui peut avoir son importance par la suite. Une rigueur sémantique. Elisabeth Roulinesco. Je n'aime pas qu'on attaque Sartre de cette façon, et surtout avec des stéréotypes. Aron s'est autant trompé que Sartre, et quand on est un grand intellectuel, il arrive qu'on se trompe. Il a fait des textes où il redoutait... J'ai beaucoup d'admiration pour Sartre, qui a porté l'anticolonialisme, qui a été la grandeur de la France. Je voyage beaucoup, il est encore une figure, qui a été... le compagnon de Simone de Beauvoir, il ne faut pas l'oublier. Et ça ne me plaît pas du tout qu'on crache sur ça, ce qui est devenu un sport national. Il faut voyager et s'apercevoir ce qu'est
ce qu'est la pensée française à l'étranger. Ça n'excuse pas son silence sur l'URSS, ça n'explique pas ses appels à guillotiner davantage. Je crois que c'est un autre débat qui nous amènerait beaucoup trop loin. C'est un autre débat. On a tout d'un coup une statue qui apparaît, qui devient sacralisée. On a un plein débat sur la laïcité. Votre agressivité. Nous étions sur un parallélisme. Jamais dit. S'il vous plaît. Je voudrais rappeler les textes qu'il a écrits sur le fait qu'on n'avait pas assez guillotiné en France. Pardon, c'est un stéréotype que d'opposer Aron et Sartre. D'ailleurs, ils se respectaient beaucoup. Ils se sont finis par se retrouver. Et pendant la résistance, Sartre était très discret. Et ce n'est pas le sujet du jour. Sartre n'a pas été été résistant, c'est clair. Oui, donc on peut quand même critiquer Sartre. Non, mais personne n'a dit que... Mais votre colère montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette détestation maintenant de Sartre. Alors maintenant, sur la question de la laïcité, je pense que il me semble que la réaction de Macron est liée aux excès de Manuel Valls. Manuel Valls a été une catastrophe sur cette question-là, parce que, Dieu sait si je suis pour l'interdiction du voile à l'école, à l'université c'est impossible. C'est un lieu ouvert, on ne peut pas le faire. On pourrait le souhaiter. Personne n'est plus anti-islamiste que moi, je l'ai montré, mais Valls a été beaucoup trop loin. Il s'est conduit de façon tout à fait fanatique. Il a dévoyé, à mon avis, les principes de la laïcité en faisant une espèce de religion de la laïcité. Donc on peut être très ferme sur ces questions, rappeler les principes. Et puis, j'ai pas du tout aimé que rendre gorge à Edoui Plenel, qui lui-même, d'ailleurs, a été ridicule dans toutes ces affaires. Je ne suis pas pour ces débats absolument excessifs. Voilà. Il faut intégrer les musulmans de France, il faut que l'islam, qui est un vrai problème, l'islam n'est pas l'islamisme, mais il y a un vrai problème, puisque c'est encore une religion politique. C'est pas une religion qui s'est laïcisée. Si on a pu laïciser le catholicisme, c'est grâce à la laïcité. Donc je comprends que Macron soit plus souple sur ces questions. Je pense que c'est en réaction. Et quand on regarde bien les discours, il n'est pas tant que ça. Il réaffirme quand même une laïcité avec laquelle je suis d'accord. Je pense qu'il ne fallait pas diviser la gauche à propos de l'Observatoire de la laïcité. Il fallait être plus souple que ça. C'est ce que je pense. Alors, l'Observatoire de la laïcité, dont on va préciser qu'il est présidé par Jean-Luc Bianco, qui a été reconduit dans ses fonctions, en effet, par le président Macron. Gérard Courtois. Je crois que la confrontation Valls-Macron est une explication, mais l'explication de la prudence, de l'absence de guillemets, grand discours, même si à l'Élysée, on considère que le propos qui a été tenu le 4 janvier devant les autorités religieuses en tient lieu. Mais il n'était pas filmé, il n'était pas diffusé. Il n'était pas publicisé, etc. Mais le fond de la prudence du président de la République, à mon avis, est beaucoup plus sérieux que simplement cette crispation à l'égard de la laïcité radicale ou radicalisé qu'a déploré Emmanuel Macron au mois de décembre. C'est la réalité qu'il a découverte. Et cette réalité, il a mesuré depuis 8 mois à quel point elle est complexe, difficile à appréhender, difficile à faire bouger. Alors, je vais prendre juste 3 exemples très simples. La mesure de la radicalisation, ne serait-ce que cela, est déjà très compliqué à appréhender de manière un peu objective, au-delà des fantasmes. Alors, il y a un fichier, son nom est très compliqué, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, qui a été créé après les attentats de 2015, ceux de Charlie et de l'Hypercacher, et dans ce fichier qui est différent des fichiers S, c'est un fichier qui remonte, qui recense tous les signalements pour des faits de près ou de loin en rapport avec quelque chose qui ressemblerait à du terrorisme. Il y a 12 000 noms dans ce fichier, dont 4 000 considérés par les services comme véritablement dangereux et méritant un suivi et une surveillance attentive, précise. Mais ça veut dire qu'il y en a 8000 qui sont dans ce qu'ils appellent le spectre bas, une zone plus floue, plus incertaine, et qu'il y a des effets de halo autour de ces gens-là, par proximité de quartier, par proximité familiale, et tout ça rend ne serait-ce que la mesure des choses compliquées.
Deuxième exemple, la prévention de la radicalisation. Là encore, on peut faire de très beaux discours. La réalité est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il y a des plans, il y a un comité interministériel qui avait été créé par Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, Bernard Cazeneuve, qui en a tenu 2. Le premier était, si vous vous souvenez, c'est la manière d'alerter les familles qui voyaient dériver un enfant ou un jeune dans leur entourage et comment le repérer. Ça a été la première étape. La deuxième étape a été, toujours avec Bernard Cazeneuve, tout un travail de formation et de sensibilisation des administrations, que ce soit la police, la pénitentiaire, les allocations familiales, l'éducation. Donc il y a eu tout un travail à ce moment-là, et devait se tenir le 15 février, mais probablement plus vraisemblablement début mars, un troisième comité interministériel qui a beaucoup de sujets sur la table et des sujets très compliqués. La pénitentiaire, comment on gère les quelques 500 condamnés ou détenus pour activités terroristes actuellement dans les prisons françaises. Sujet tout aussi compliqué, comment on gère... C'est un autre débat, hein. Non, c'est la réalité. Voilà. Et je pense que c'est cette réalité-là que Macron a beaucoup plus sérieusement... Il est rentré dans le dur depuis qu'il était... Mais c'est un pragmatique, Macron. C'est un pragmatique, mais... Et je cite un troisième exemple de la complexité des choses. Il disait déjà, il y a 18 mois, il faut mieux organiser l'islam de France. Bon, depuis 18 mois, les choses n'ont pas bougé. Et elles n'ont pas bougé d'un millimètre. Et elles n'ont pas bougé pour une raison très simple, c'est que les grandes associations musulmanes qui sont rattachées à la mosquée de Paris, à la mosquée d'Évry ou à celle de Lyon-Villeurbanne sont, comme tout le monde le sait, rattachées à des pays d'origine, à des financements, et n'ont aucune envie de mettre en commun ces financements dans une association culturelle. Emmanuel Macron, qui avait quand même dit quelque chose d'assez précis, il avait dit qu'il faudrait au moins dépasser les frontières du CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, qui avait été créé par Sarkozy. En effet, pour l'instant, pas de traces manifestes que ce soit le chantier du moment. C'est toujours à l'ordre du jour, mais il y a les musulmans. Les autorités musulmanes complexes ne sont pas preneuses d'un tel regroupement. Thierry Pêche, pour conclure sur cette première partie. Conclure, il y a plusieurs sujets, hein, donc je vais prendre dans le chapeau le sujet Valls-Macron. On sort d'une période où un pari a été fait par une partie de la gauche, et pas que de la gauche, que cette question de l'identité républicaine dans le coryphée des affirmations identitaires serait la mère de toutes les batailles, le point sur lequel se joueraient les échéances à venir. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. La France est plus modérée que l'hypothèse qui a été faite sur elle par ceux qui étaient les partisans de cette laïcité qui devait devenir la religion de ceux qui n'en ont pas, comme a dit Régis Debray, pourtant républicain. Donc je crois qu'il faut prendre acte de ça, et essayer de s'en souvenir à présent. Alors maintenant, Gérard a raison. Bien sûr que les problèmes sont extrêmement complexes. Bien sûr que l'organisation de l'islam de France pose de redoutables difficultés. Je veux juste rappeler à ce micro, pour finir, parce qu'il ne faut pas être trop long, que dans la loi de 1905, il y avait une idée qui était l'association cultuelle de loi 1905 et pas de loi 1901, qui permet à ceux qui le souhaitent d'organiser des associations au sein desquelles ce sont les fidèles qui financent le culte et pas des régimes étrangers. Et je pense qu'on devrait revenir à cette lecture, essayer d'en faire la proposition aux communautés. Bien sûr, mais je pense que c'est un fil qu'il faut essayer de tirer. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. À présent, quittons le continent pour une île qualifiée de cactus de la République française par nombre d'observateurs, la Corse, où se rendait pour la première fois depuis son élection cette semaine Emmanuel Macron, visite qui intéressait aussi la presse étrangère, et notamment le journal espagnol El Periódico de Catalunya, qui se demandait comment le président Macron allait s'en sortir, lui qui, pendant sa campagne, avait promis une plus grande décentralisation dans le cadre de vrais pactes girondins, ce que relevait aussi d'ailleurs cette semaine le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Voici pour Macron le déplacement le plus compliqué sur le territoire national qui prendra l'allure d'un test, lui qui avait promis d'accorder une plus grande liberté de manœuvre aux diverses régions de France. Alors le président Macron a-t-il réussi le test et évitera-t-il que la Corse ne devienne notre Catalogne ?
Je sais que vous avez aussi une autre attente depuis de nombreuses années. La reconnaissance constitutionnelle de la spécificité de la Corse. La demande d'une autonomie reconnue dans la République. Cette attente s'est exprimée une nouvelle fois lors des dernières élections locales et je l'ai entendue. Il y a tout d'abord le souhait que la Corse soit mentionnée dans notre Constitution. Ce souhait, je l'entends, je le respecte et je le prends comme une marque de confiance, l'expression d'un besoin légitime de reconnaissance de la Corse par la République et la volonté d'un ancrage fort dans la République et dans le texte constitutionnel. Et donc pour toutes ces raisons, je vous annonce solennellement aujourd'hui que je suis favorable à ce que la Corse soit mentionnée dans la Constitution et que des dispositions en ce sens seront proposées dans le projet constitutionnel qui sera soumis au Parlement au printemps. Voilà, Emmanuel Macron à Bastia mercredi dernier. Dominique Régnier-Macron en Corse, c'est une opération politique gagnante, risquée? Risquée, ça c'est sûr. Oui, le sujet est particulièrement compliqué et on cherche toujours la voie étroite pour s'en sortir, sinon indemne, du moins avec le moins de coûts possible. C'est un équilibre qui est plutôt bien trouvé, me semble-t-il en tout cas, compte tenu à la fois, comme peut-être chacun s'en souvient, des résultats électoraux, puisqu'il y a eu un scrutin en décembre 2017, dont le résultat était assez frappant par sa clarté en faveur disons, de l'expression plus autonomiste de l'organisation et du gouvernement de la Corse. Et puis, dans un environnement qui est très préoccupant. Vous avez cité, vous avez raison, la présence, c'était très significatif, la présence des correspondants espagnols, avec l'œil rivé sur la manière dont la France allait gérer ce cas qui, évidemment, fait songer à la Catalogne. Alors, par bien des aspects, c'est différent. Mais cependant, c'est une sorte de tendance que l'on peut observer aujourd'hui à la fois dans l'espace européen, mais aussi interne aux démocraties, que de refaire des communautés à l'intérieur d'une communauté générale. D'ailleurs, c'est peut-être pas... il faut qu'on puisse se faire ces comparaisons. C'est peut-être pas sans rapport absolument avec les sujets de sujets précédents. Nous sommes dans un moment où il y a une espèce d'interrogation sur la réalité de la communauté universelle, celle qui fait la nation, avec des percées un peu ici et là, sous des formes qui ne sont pas toutes comparables les unes aux autres ou identiques en tout cas. C'est une vieille question, on le sait. Le risque qui est pris aujourd'hui, me semble-t-il, c'était dans le discours qu'on vient d'écouter à nouveau, le risque qui est pris, c'est d'inscrire dans la Constitution, évidemment. C'est là qu'on se demande si... C'est un peu ce qui peut faire penser à la Catalogne, c'est-à-dire à la Constitution espagnole de 1978 et à son évolution qui a fait rentrer les nationalités comme expression et puis ensuite l'idée de nation au pluriel et qui a inscrit comme de façon crantée en quelque sorte une étape supplémentaire qui appelait presque mécaniquement l'étape suivante. Et donc, à un moment donné, un point de vérité, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, c'est-à-dire un contact dans le plus vif du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare. Et même quand on décide finalement de rester ensemble, ce qui se fait de fait pour le moment en Espagne, la communauté devient profondément et peut-être durablement, je le crois en tout cas pour l'Espagne, très fragilisée. Donc là, est-ce que de revenir en faisant entrer la Corse dans la Constitution, c'est pas une façon d'inscrire à terme l'appel à une étape suivante, puisqu'il y a ce point d'appui. Et si au fond, et je termine là, mais si au fond... une partie des Corses, parce que les Corses, mais une partie demande à aller plus loin, beaucoup ne le souhaitent pas. Mais encore une fois, moi je prends comme point de départ... La plupart des nationalistes ne sont pas des indépendantistes. Oui, c'est ça, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, là, il s'est passé quand même des choses. Qu'est-ce que ça veut dire de donner cette contrepartie, c'est-à-dire on inscrit la Corse dans la Constitution, et qu'est-ce que c'est que cette demande d'une capacité législative autonome ? La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? Alors, motivé par la présence d'Elisabeth Roudinesco sur ce plateau aujourd'hui, Gérard Courtois voulait oser ou tenter une analyse familiale de cette affaire corse.
Oui, c'est un peu hasardeux comme analyse, parce qu'il y a des choses très sérieuses. Dominique a soulevé la question juridique et constitutionnelle, il y a la question politique, il y a les questions économiques du développement corse, et tout ça a nourri à la fois les revendications des dirigeants corses et les réponses que leur a apportées Emmanuel Macron. Mais en écoutant à la fois les discours des uns et des autres, celui du président de la République, la réaction des responsables de Corse, Simeoni et Talamoni, mardi et mercredi, moi j'ai eu l'impression, j'ai ressenti de manière presque caricaturale, une sorte de conflit d'autorité, une sorte de conflit de crispation très violente qui ressemble tout à fait à un conflit familial. Et j'en veux pour preuve ce que les uns et les autres disent, leurs mots même. Que demandent les responsables corses? Je prends leurs mots: émancipation, autonomie, voire indépendance, reconnaissance de mon identité, de ma spécificité, reconnaissance de ma langue. Je voudrais pas avoir l'air désinvolte, mais ça ressemble furieusement au discours d'un jeune qui revendique, exige de se libérer de l'autorité familiale ou parentale. Et que leur répond Emmanuel Macron? Ces mots-là encore, vous êtes dans le giron de la République. Mesurez la chance inouïe que vous avez d'être partie prenante de cette collectivité nationale qui est la 5e puissance mondiale. Tirez-en tout ce que vous devriez en tirer. Et il ajoute, comme un parent sévère, juste, avant de réclamer davantage d'argent, commencez par mieux gérer celui que vous avez, exercez vos responsabilités de manière un peu plus sérieuse. Et tout ça est dit, et les Corses l'ont ressenti ainsi, de manière condescendante, voire méprisante, comme souvent dans une relation ado, jeune, parents. Et j'ajoute quand même une chose, c'est que ça n'est pas seulement une métaphore comme ça, c'est que ce type de conflit, on le sait bien, sont les plus à même de déclencher ou de déboucher sur des dialogues de sourds inextricables et sur des tensions et des crispations extrêmement violentes. Elisabeth Rodin, oui, rapidement, et on laissera parler Elisabeth Rodinesco. Si vous allez au bout de votre comparaison, bientôt l'adolescent sera responsable, majeur, et il prendra son émancipation, c'est ça? C'est la question qui est posée. Sur cette Corse adolescente, Elisabeth Rodinesco. Non, c'est vrai que vous avez raison, on a envie, aussi bien aux Catalans qu'aux Corses, de leur envoyer un thérapeute familial. On sait que ça ne sert à rien, mais enfin, on a envie c'est vrai que c'est à ça qu'on pense, à cette espèce de crise d'autorité. Mais plus largement, moi, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, c'est quand même le grand paradigme qui existe depuis la Révolution française, girondin, jacobin. Voilà. Ça, c'est absolument indépassable. Moi, personnellement, je me suis toujours sentie et jacobine et girondine. J'aime les deux. Voilà. J'aime et les girondins et les jacobins. Et je pense qu'on a besoin des deux. Alors, évidemment, on est dans une période où il y a une déconstruction des souverainetés. Donc, on affronte, et notamment au moment où l'Europe se fait difficilement, on affronte des questions de ce type. Et puis, deuxième point, quand même, qui va dans votre sens. Ce qui me gêne beaucoup, mais je pense qu'il faudra trouver une solution politique dans la négociation. Mais moi, personnellement, ce qui me gêne beaucoup, c'est les mouvements dits d'émancipation qui sont identitaires, nationalistes, revendications de la langue, etc., et qui veulent sortir d'un certain universalisme. Puis ce qui me gêne encore plus, c'est quand même qu'il revendique la vieille tradition de l'émancipation des peuples. Pardon, mais ni les Catalans ni les Corses ne sont dans la situation des Algériens en 1953. Ils ne sont pas dans la situation des peuples qui aspiraient à une liberté. Donc, ce que je n'aime pas dans tout ça, c'est qu'il y a une tendance chez certains, extrémistes d'ailleurs, à considérer qu'ils sont opprimés par l'État français, les autres par l'État espagnol. Non. C'est plus, dans ce sens, une thérapie familiale qu'il leur faut. Mais enfin,
On ne va pas en sortir comme ça. Thierry Pech, est-ce que, pour reprendre l'expression d'Elisabeth Roudinesco, Emmanuel Macron a su se montrer à la fois jacobin et girondin dans cette affaire? On va être précis et concret. Les Corses voulaient la co-officialité de la langue corse, on leur a refusé. Le statut de résident refusé. Le rapprochement des prisonniers refusé. Un statut institutionnel, ou du moins la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, accepté. Est-ce que c'est un équilibre? Moi, je me dissocie de façon très nette des comparaisons qui ont été faites par Gérard et induites par Elisabeth lorsqu'elle parle de thérapeute familial. Il ne faut pas infantiliser les Corses, il faut regarder les choses politiquement. Ça fait maintenant 40 ans qu'on a un dialogue avec les Corses, qu'il y a des accidents, dans lesquels il y a des violences, mais enfin, en gros, depuis le statut Joxe, statut Jospin, la décision de 2015, on progresse vers une reconnaissance de l'autonomie, de la singularité corse dans la République. Dans la République. Et ce qu'a dit... Pardon, mais je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas dit que vous ne l'étiez pas. Voilà. Je dis simplement que les comparaisons sont de nature à infantiliser des gens qui ont quelques raisons aussi de demander à ce que leurs différences soient reconnues. Pas en dehors de la République. Ils ne demandent pas l'indépendance, les gens avec lesquels... Ils demandent l'autonomie. De l'autonomie. Ouais. Donc ce ne sont pas les mouvements catalans. Il n'y a pas de putsch de monde aujourd'hui en Corse. Profitons-en, discutons. Lorsqu'Elisabeth dit « moi je me sens et girondine et jacobine », moi aussi, mais toute la France est comme ça. Oui. Vous êtes comme Mona Ozouf, Elisabeth. Composition française. Oui. Merveilleux livre que je recommande à tous nos auditeurs. Mais est-ce que, soyons précis, dans ce qui a été refusé et accepté... Je vais venir à votre question, Elisabeth. Moi, c'est Émilie. Pardon, Émilie, je vais revenir à votre question. Non, mais l'histoire française est une proclamation jacobine dans un pays qui a des différences et qui vit ces différences culturelles, c'est-à-dire qui vit son girondinisme. Et c'est ça la composition française. Bon, les Corses sont dans la composition française. Ils y sont eux aussi, ils y sont différemment. Et peut-être nous aide-t-il à progresser sur un chemin de raison, à ne pas rester dans la religion jacobine de l'unité générale. Là, je suis d'accord avec vous. Bon, mais voilà, vous l'avez déjà dit, Elisabeth, donc je voudrais juste poursuivre maintenant. Donc, voilà. Et ça me paraît bien. Rocard disait en 2000 une phrase qui m'est restée dans les oreilles, et Gilles Simeoni la cite également. Il disait « Jacobin, ne tuez pas la paix ». Voilà. Jacobin, ne tuez pas la paix. Donc maintenant, la question que vous posez. Emmanuel Macron, comme souvent... a un talent incroyable pour manipuler les symboles de l'autorité, de la verticalité, et en même temps être dans la discussion. C'est exactement ce qui s'est passé lors de sa visite en Corse. Ça n'a pas été tellement ressenti comme tel par les Corses. Bien sûr que ça n'a pas été ressenti comme ça, mais il y a un jeu de rôle aussi. De l'autre côté, Simeoni et Talamoni, ils ont un problème, c'est qu'il leur faut des résultats rapides pour valider une stratégie qui est une stratégie justement de discussion. Bon. Mais s'ils veulent tenir tous les éléments du puzzle autonomiste, indépendantiste corse et prouver que la voie de la discussion des urnes, du suffrage est la bonne, il leur faut des résultats rapides. Deuxièmement, il leur faut des résultats rapides parce que le véhicule constitutionnel, qui sera peut-être le seul du quinquennat, il arrive là, au printemps. Et s'ils voulaient progresser sur leurs revendications, il fallait couturer la Constitution sur un certain nombre de choses. D'ailleurs, le chef de l'État, en disant qu'il allait inscrire la Corse dans la Constitution, ne fait pas autre chose. Mais ça, c'est suffisant pour un Simeoni, par exemple, qui a dit non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Mais la discussion, mais on est dans une négociation qui dure depuis 40 ans. Chacun demande davantage. Chacun affirme son intérêt. Mais le lien n'est jamais rompu. Et pourtant, le président de la République les a battus froid, effectivement. Enfin, la scène d'hommage à Claude Érignac avec Gilles Simeoni, ancien avocat de Claude Érignac, au premier rang. De Colonna. D'Ivan Colonna, décidément, aujourd'hui, pardon. Au premier rang, c'est quand même une scène très, très forte et très cinglante, naturellement. Mais ensuite, lorsqu'il dit, bon, vous n'aurez pas la co-officialité de la langue corse. Mais moi, je suis favorable à ce que vous appreniez le corse. Et d'ailleurs, on fait des efforts pour ça. C'est une position de dialogue, de négociation. Comme avec les Bretons. Comme avec les Bretons, naturellement. Donc voilà, moi, je crois qu'il y a beaucoup de raideur dans la posture, dans la statue équestre du chef de l'État, si vous voulez, mais qu'en même temps, le dialogue continue, et c'est très bien. Ce qu'a dit quand même Simeoni après cette journée, Gérard Courtois, si Macron n'offre aucune perspective politique, on assistera à de nouvelles tensions, voire au retour de la violence en Corse. Donc la négociation ne semble pas être très, très bien perçue comme telle par Simeoni. Il a employé un autre mot publiquement.
Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Thierry sur la nécessité de discuter et le fait qu'on est dans un dialogue rugueux, très compliqué, très difficile, où les jeux de posture et les jeux de rôle sont essentiels, où les notions de respect sont également extrêmement à vif en Corse. Mais il a employé un autre mot, Simeoni, qui, à propos du discours qu'on évoquait, du discours de Bastia en hommage à Claude Érignac, au préfet Érignac, il a parlé d'un discours de vengeance. Et là, je trouve que on est très au-delà des jeux de rôle. On est dans quelque chose qui est je trouve d'une absurdité, on va dire aimablement, d'une absurdité. Et s'il y a eu vengeance, s'il y a eu meurtre d'État ou d'un représentant de l'État, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est vrai que Macron a fait cette ouverture et que cette ouverture, ils doivent la saisir maintenant s'ils veulent que ça aboutisse sur la mention dans la Constitution. Mais même sur ce sujet-là, je ne sais pas comment la discussion peut s'engager sérieusement à partir du moment où le président de la République s'inscrit dans... C'est un tout petit peu technique, mais c'est simple quand même. L'article 72 de la Constitution qui concerne toutes les collectivités territoriales et qui dit, dans ce cadre-là, communes, départements, régions, on peut chercher une spécificité à indiquer et à définir. Pas seulement indiquer, c'est aussi définir. Il demande qu'il y ait une négociation là-dessus. Quelque chose qui précise la spécificité corse. Les nationalistes ne demandent pas ça, ils demandent l'article 74. L'article 74 est très différent. Il concerne des collectivités d'outre-mer, Wallis et Futuna, la Polynésie française, etc., Saint-Pierre et Miquelon, qui ont des régimes beaucoup plus... En clair, la Corse va être comme la Polynésie et pas comme la Bretagne. Pas comparé à... En tout cas, c'est ce que demandent les nationalistes. C'est ce que demandent les nationalistes. Et donc, même sur un point d'insularité. Mais même sur un point qui est un point d'ouverture du chef de l'État, le dialogue, il est nécessaire, mais il va être très compliqué. Et j'ajoute que passer sur l'article 74, comme le demandent les nationalistes, ne passera jamais au Sénat et donc ne sera jamais retenu dans une réforme constitutionnelle à venir. Parfaitement clair. Elisabeth Roudinesco et puis Dominique Régnier. Non, là, la négociation, oui. Voilà, ça c'est sûr. Mais je posais seulement cette question, est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'insularité ? Au fond, toutes les îles ont toujours eu un statut d'autonomie particulier. C'est un des arguments des nationalistes, de dire, regardez toutes les îles méditerranéennes, notamment, mais par exemple les Baléares, qui me paraît une comparaison beaucoup plus utile que la Catalogne, en l'occurrence, ne serait-ce que pour des raisons de poids démographique, économique, etc. C'est vrai que d'autres îles, appartenant à des communautés nationales, ont des statuts infiniment plus souples que... Mais c'est vrai aussi que nous sommes, et Thierry le rappelait, dans un État qui est un État depuis 2 siècles, au moins, et beaucoup plus si on prend la monarchie, qui est un État centralisé et qui s'est construit dans l'abolition des différences. Avec également un lien, quand même, il faut le préciser, le rappeler, de dépendance très forte de la Corse vis-à-vis de la France d'un point de vue financier, avec cette dotation substantielle de 400 millions, soit, je crois, en proportion de la population, 2 fois plus que les autres territoires. Et l'État qui avait également octroyé à la Corse en 2002 un plan exceptionnel, Dominique Régnier, d'investissement de 2 milliards d'euros sur 15 ans pour aider l'île à améliorer ses routes, son réseau électrique, ses universités et en même temps des intellectuels corses qu'on a pu entendre cette semaine, comme par exemple l'historien Michel Verger-Franceschi qui dit Voltaire disait le peuple corse, Rousseau disait le peuple corse et Macron, lui, ne veut pas qu'on dise le peuple corse. Alors comment on résout cette contradiction-là ? La monarchie était beaucoup plus fédéraliste que Exactement. la République. Oui, bien sûr. La monarchie était fédéraliste. Bien sûr, oui, ça c'est certain. Même si dans l'absolutisme royal, il y avait un pré-jacobinisme. Mais
C'est un bon point d'équilibre aujourd'hui, je trouve, en tout cas pour ma part, parce que personne ne peut dire que la langue corse n'est pas protégée, qu'elle n'est pas enseignée, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas vivante. Personne ne peut dire que la culture corse n'existe pas. Ce sont de belles réalités, justement. Il y a presque même, on pourrait même le retourner. Alors, il y a le drame terrible de l'assassinat, d'ailleurs, parce que c'était prémédité, de Claude Érignac. Et c'est un peu ça, je dirais, qui est la pointe, qui est le repoussoir, en quelque sorte, de ce vers quoi nous ne devons absolument pas aller. Mais c'est presque un exemple de très bel équilibre. C'est une vraie culture, une vraie langue. Il se passe quelque chose dans le cadre, effectivement, commun de la République. Il n'y a pas... La question de savoir si on va dire qu'il y a un peuple corse, on peut très bien le dire. Si c'est de l'inscrire dans la Constitution... On sait que la réponse du Conseil constitutionnel a déjà été donnée à ce sujet et c'est peut-être pas la peine de rouvrir ce type de bataille. Je voudrais juste ajouter un autre mot encore à ce sujet. C'est en me décalant complètement. On a beaucoup de débats, nous les Français, sur tout ça et c'est absolument passionnant et caractéristique de ce que nous sommes. C'est en même temps assez vertigineux de voir qu'il y a énormément de débats sur d'autres sujets que nous n'avons peut-être pas assez et qui touchent aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, et qui se mettent en place dans le monde des grands programmes de recherche sur le génome, etc. Et parfois, on craint de se retrouver un peu englué dans des controverses qui sont, non pas, qui ne relèvent pas du passé, mais enfin qui n'auront pas beaucoup de prise sur la place de ce pays dans le futur. Même si la tentation du small is beautiful n'est pas le propre de la France et de la Corse, on l'a constaté avec l'Espagne et la Catalogne, vous pourriez nous citer bien d'autres exemples, Thierry Pech, j'imagine, donc c'est pas totalement secondaire en réalité ce genre d'affaires. Oui, on peut identifier aujourd'hui bien des séparatismes en Europe, plus ou moins latents, plus ou moins actifs, plus ou moins violents. On pourrait ajouter l'Écosse sur un mode très, alors là pour le coup, calme et pacifique. La Flandre, la Ligue du Nord a tenu en Italie un discours de type séparatiste à une époque. Bon. Donc l'Europe est pleine de... Alors certains attribuent ça au discours européen sur les régions, qui était censé être l'horizon d'un dépassement des États. Je pense qu'il y a des racines plus profondes et... J'entendais Chevènement dire c'est la faute à l'Europe si les régions sont... c'est une blague. Non, mais, pardon, c'est la faute à l'histoire. C'est la faute à personne, mais il est certain que... Pardon. Rapidement, parce que l'idée de la fin des États-nations joue un rôle quand même. Thierry Pech. Peut-être, la crise aussi, et puis l'histoire. Bon, mais il y a quand même différents séparatismes. Il y a un séparatisme de riches, l'Écosse avec son pétrole, la Catalogne avec son PIB, la Flandre, etc. Et puis il y a un séparatisme qui n'en est pas un. D'ailleurs, les Corses ne prônent pas une séparation, mais il y a des nationalismes ou des autonomismes de pauvres. Et la Corse est de ceux-là. Et d'ailleurs, le débat sur la fiscalité était pathétique de ce point de vue-là. Il disait, on veut de l'autonomie fiscale, mais on veut aussi la dotation. Le chef de l'État a été une position très confortable de leur dire, vous n'aurez pas le beurre et l'argent du beurre, quoi. Si vous avez des impôts locaux, vous aurez moins de dotation. C'est comme ça, c'est la vie. Mais la Corse a besoin du soutien de la République. C'est le fameux « en même temps » que le Canard enchaîné a traduit en corse à liste et sous tempo. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Thierry Pech, Gérard Courtois, Elisabeth Roudinesco et Dominique Régnier d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée. Merci aux équipes techniques. Merci à vous qui nous écoutez si nombreux le dimanche à 11h. Je vous propose de venir aussi nous rencontrer en chair et en os dimanche prochain, le 18 février, puisque l'Esprit public sera une nouvelle fois en public du studio 105 de la Maison de la Radio avec Dominique Régnier, mais aussi François-Xavier Bellamy, Christine Ockrent et Daniel Cohen. Alors venez débattre avec nous de l'actualité de la semaine et pour cela, inscrivez-vous dès à présent sur notre site maisondelaradio.fr. Tout de suite, on part déjeuner une nouvelle fois en altitude avec Alain Krugère. Deuxième semaine consécutive avec l'alpiniste Anselme Baude. À dimanche prochain, 11h. Je compte sur vous.